Lumire Laprès, la chroniqueuse de chez Baxit, vient raconter absolument n'importe quoi sur le vote de gauche des zones rurales. Alors nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on aime beaucoup l'analyse des votes, comme vous le savez, et parce que nous allons regarder un moment de débat entre Lumire Laprès et Usul, autre chroniqueur de Baxit. Tout ça nous intéresse énormément car, comme vous le savez, nous essayons de voir un petit peu comment va se passer la guerre des deux gauches pour la présidentielle. D'un côté, la gauche plutôt radicale, représentée en grande partie par LFI, et de l'autre, un bloc que nous allons appeler social très trop libéral, voilà, on va le dire comme ça, représenté notamment par le Parti socialiste avec lequel nous sommes en très très grande opposition sur leur ligne politique. Dans le cadre de cette guerre des deux gauches, nous vous allons regarder Baxit, qui est un peu, on va dire, l'émission de la gauche qui n'a pas envie que la gauche soit trop trop méchante et trop la gauche, quoi. Je vais le dire gentiment comme ça parce que quand même, bon, souvent c'est un peu ça. On avait déjà regardé des extraits de Backseat, bon, où Usul, je sais pas, pétait les plombs sur la guerre et venait nous expliquer qu'il fallait refaire le lien entre la nation et l'armée. Bon, c'était un petit peu surprenant. On avait vu aussi des extraits où ils invitaient les sionistes du Parti socialiste en leur déroulant le tapis rouge pour dire des trucs assez hallucinants. On est voilà assez critique, mais figurez-vous que dans cet extrait, Usul redevient de gauche et donc nous, bah écoutez, on est content. Mais par contre, en face, ça raconte vraiment n'importe quoi. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est le sujet de la ruralité, c'est le sujet du vote de gauche, de la guerre entre les deux gauches. Vraiment, nous sommes comme des poissons dans l'eau. Nous allons vous sortir des chiffres de l'INSEE, des résultats électoraux. On va faire de nouveau les aides de la politique. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt à ce que nous expliquions à Lumière Lompré pourquoi elle raconte absolument n'importe quoi? À Lumière l'après. Voilà, Pardon, parce que j'arrête pas de l'appeler Lumière Lompré, je suis désolée, voilà. excusez-moi. Zoé est fan d'Emeric Lompré. Emeric, si tu nous regardes, Zoé pense beaucoup C'est à ça, toi. c'est ça, il est dans ma tête. Donc, ouais, non, moi je suis très content parce que Zoé, elle m'a dit, regarde ça, ça buzz un peu, les gens discutent. Est-ce que t'as des datas? Donc moi, pour moi, est-ce que t'as des datas? C'est genre, est-ce que tu passes samedi soir, on fait une raclette? Tu vois, ça fait le même effet sur moi. Ça me donne envie, voilà, de m'y mettre. Donc non, c'est très intéressant parce que bah, ça va être dans cette bataille des deux gauches, ça va être un, comme tu l'as dit, un récit. Le récit des deux France. Tu vois, il y a eu Garrido qui a commencé à dire ça, allez voir la capsule là-dessus. Mélenchon, il veut changer la France, etc. Enfin, c'était quand même assez catastrophique de dire un truc pareil. Il ne parle pas à la France telle qu'elle est, il ne parle pas assez aux Blancs, hein, voilà globalement ce que pensait Raquel Garrido. C'est ça? Mais en fait, ça rentre aussi, je pense que tu vas le dire juste après, mais dans le récit Ruffin, les bourgs et les tours aussi, tu vois. Exactement. Tout à fait, c'est vraiment cette logique bourg et tour. Et dans cette logique-là de Mélenchon, il est très fort sur certaines populations, mais comme il parle pas à tout le monde dans la France, il peut pas gagner. Ça va être le récit de l'autre gauche, et ça va être le récit surtout, et ça va être notre occupation de 2026, de leurs intellectuels organiques, dont font partie les Backseat, les Jean Massier, et j'en passe, il y aura d'autres capsules là-dessus. Cette idée que Mélenchon, c'est un bastion pour les islamo-gauchistes, pour les gens les plus radicaux, ou d'autres vont essayer d'enrober en disant les quartiers populaires, les plus radicalisés, islamisés, vont dire voilà, toute une théorie raciste, pseudo-raciste, faussement antiraciste, etc., va se déployer. Ça fait partie de l'anti-mélenchonisme, ça fait partie de la stratégie printemps républicain, Marianne, Jérôme Guèche, tout ça, c'est un environnement. Et là, ça va vous paraître très éloigné de tout ça, mais en fait, ça va être des petits marqueurs idéologiques qui vont essayer d'être distillés là-dessus. Et sur Backseat, on va le voir. Et Zoé avec son radar APS. Voilà. Si vous mettez, vous voyez, il y a des gens, vous mettez un tout petit peu d'alcool ou un tout petit peu de piment, ils ont un palais, ils le détectent tout de suite. Zoé, hop, dès que vous faites un dog whistle, machin, vous commencez une phrase par moi quelque chose. Boum, vous en prenez une parce que ça, c'est un dog whistle du PS. Voilà, donc son radar anti-PS, elle a dit qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on parle de ça. Donc, let's go, on va écouter ce que nous dit Lumire l'après. Je le dis, c'est pas long près, elle est beaucoup moins drôle. Et par contre, ça s'appelle l'après. Pour moi, c'est pas un complot, je sais pas ce que c'est. Carrément. Et tu vois, pour rajouter, il y a cette histoire de garder de gauche, mais il y a aussi un truc qui, moi, me saoule. Je n'en peux plus qu'à gauche, on parle de la ruralité comme de la merde. C'est-à-dire qu'on ne soit pas capable de regarder quel est l'état réel
des forces politiques, etc., et de l'électorat en zone rurale, et qu'on ne soit pas non plus capable d'en tirer des conséquences pour se dire mais comment on oriente un projet politique où on parle aussi aux zones rurales françaises. C'est insupportable d'entendre que des conneries là-dessus, et je suis particulièrement concernée par ça parce que moi, j'y vis, j'y travaille, je fais partie du tissu social rural typique, quoi. Je suis un médecin de campagne, littéralement, et donc je n'en peux plus qu'on ne soit pas capable de tenir un discours un peu correct là-dessus, et ça me pose encore plus question quand c'est des gens qui sont censés avoir fait des études de politique, tu vois, Sciences Po et tout ça, bref, on reviendra dessus, mais vraiment, ça me consterne, en fait, d'être autant inconséquent sur ces sujets, qui est vraiment, en plus, un boulevard pour l'extrême droite de dire des conneries sur ces sujets-là. Mais oui. Donc cette personne concernée est consternée. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. On n'est pas loin du jeu de mots, mais bon. Oui. Bon, allez, on y va. Et mine de rien, l'électorat du PS n'est pas l'électorat de l'AFI. Et l'électorat du PS aimerait bien que l'électorat de l'AFI ferme sa gueule. Jusque-là, l'intro, c'est un peu l'idée. Usul est redevenu de gauche, comme quoi il faut lui mettre la pression, et ça fonctionne. Merci Usul d'être de nouveau un peu de gauche. C'est marrant parce qu'il s'était fait doubler par la gauche sur la guerre avec l'Ukraine par Lumière Laprès. Tu te rappelles Oui. Oui, bah je sais que t'as des griefs sur ça. Bref, faudrait qu'on remette l'extrait, mais en gros, Lumière, moi je suis d'accord avec elle. En fait, elle s'oppose à la position guerrière d'Usul. Bon, ça, déjà, moi je suis d'accord avec elle là-dessus. Elle a raison. En plus, elle a tenu son truc et tout, elle l'a pas lâché. C'était bien. Après, elle arrivait avec une explication sur le masculinisme, sur la guerre. Tu vois, sur la masculinité, le fait qu'en fait, envoyer des hommes à la guerre, ça crée derrière des hommes violents qui vont devenir violents derrière et tout. Et moi, je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans cette explication, et pourtant, vous me connaissez. Moi, les sujets féministes et tout, c'est des trucs que j'ai au cœur et qui motivent beaucoup mon engagement politique, quoi. Mais là, je trouve que c'était vraiment pas précis, parce que c'est en partie vrai, si tu veux, mais déjà, c'est pas un truc explicatif de pourquoi aujourd'hui les élites françaises ont un intérêt à la guerre, à faire augmenter les budgets de l'armée, etc. Ça, c'est un truc qui nécessite plutôt d'y mettre une grille anti-impérialiste et anticapitaliste, et peut-être que c'est aussi le positionnement politique de Lumière Lompré qui fait qu'elle a du mal à aller vers ces takes-là. Mais en plus, si tu veux, l'explication de la violence masculine par la guerre, je trouve que la relation cause-conséquence est complètement inversée, quoi. Pas parce que les mecs vont à la guerre qu'ils sont violents, en fait. On est en temps de paix en France depuis très longtemps, alors si on a des interventions extérieures et tout, mais qui ne mobilisent, on va dire, qu'un très petit nombre d'hommes. La dernière fois qu'on a massivement envoyé des hommes français à la guerre, c'était pour les appeler en Algérie, tu vois. Donc c'était il y a maintenant plus de 60 ans, bientôt 65 ans. Donc c'est que des hommes qui ont plus de 80, 85 ans qui sont concernés. Pourtant, toutes les générations d'après appliquent de la violence masculine, en fait. Donc je pense que cette grille de lecture est un peu à l'ouest. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour, excusez-moi. C'est pas du tout le même. Et inversement. Donc ça veut dire et inversement. Oui, ce serait que justice, parce qu'au bout d'un moment. Non, mais je déconne pas. Ça, c'est ton. Non, c'est pas mon. Ce qui est intéressant, c'est et inversement, c'est pas du tout le même, et inversement, ça veut rien dire. Non, mais quoi? Parce que, en fait, je suis désolée, mais l'électorat PS est globalement un électorat plus bourgeois, et ça c'est le graphique qui nous le montre, hein. Bien sûr. L'électorat PS c'est un électorat qui a largement plus de capital, largement plus de place décisionnaire dans la société. Il est normal, quand on est progressiste, d'accord, de dire aux franges dominantes de la société « ferme ta gueule ». Du coup, comme elle avait utilisé un angle féministe, etc. sur le truc d'avant, je vais lui dire « il est vachement plus normal dans une société patriarcale que politiquement, des meufs disent à des mecs « fermez vos gueules ». C'est pas et inversement, hein, tu vois, c'est pas normal que de mettre une relation de réciprocité. Ce truc de et inversement n'a pas de sens dans une société. Quand tu es progressiste, il est normal que ça soit les personnes en situation de domination dans la société à qui on dise ferme ta gueule. Par exemple, dans l'exemple des hiérarchies de genre dans la société qu'elle avait utilisé pour parler de la guerre, il est vachement plus légitime pour les meufs de dire aux mecs « fermez vos gueules » plutôt que de dire aux mecs « fermez vos gueules aux meufs » dans une société qui leur laisse déjà toute la liberté, le pouvoir économique, le pouvoir d'application de la violence, etc. Enfin, en fait, il n'y a pas d'équivalent entre les deux. Et entre l'électorat LFI et l'électorat PS, il y a cette différence, on va dire, de hiérarchie sociale, mais il y a aussi une autre différence, c'est que le PS fait 2%, en fait. Le PS fait 2%. Donc c'est normal qu'ils ne viennent pas nous dire « oui, voilà, c'est nous qui allons imposer notre programme et tout ». Non, tu fais 2%. Tu te tais et tu suis. Clairement. C'est surtout qu'en plus de dire en plus inversement, déjà rien que l'idée rappelle qu'on va le montrer avec les chiffres, hein, mais l'électorat du PS, pur PS, ça fait depuis 2022 qu'on l'a pas vu. Parce que c'est un électorat qui a disparu avec Hidalgo, qui a fait moins de 2%, 1,7, je le rappelle. Donc il n'existe pas. Et depuis toutes les élections, ils se sont cachés. Ils se sont cachés
derrière la NUPES en 2022, donc on ne sait pas ce qu'est l'électorat PS. Ils se sont cachés derrière Glucksmann aux européennes 2024, donc on ne sait pas ce qu'est l'électorat PS. Et ils se sont cachés derrière le NFP. Voilà, donc vraiment, ça, c'est déjà pour moi une critique qu'il faut faire. C'est quoi l'électorat PS dont on parle ? Donc nous, on va remonter la dernière fois où il ne s'est pas caché, à 2022, et on va voir si c'est vraiment un électorat soi-disant ultra-rural, etc., prolétaire et tout, ce qui est, bon, spoiler, ceux qui connaissent le graphique, vous savez que c'est faux. Je me permets rapidement de vous redire un petit peu qu'est-ce qu'est le graphique, car souvent vous nous entendez parler du sein graphique, mais il faut qu'on explique un peu l'outil pour les gens qui arrivent récemment et qui ne connaissent pas. Le graphique, c'est un outil qu'on utilise pour analyser la société française et ses positionnements politiques. Alors, on l'utilise assez souvent sur des résultats électoraux, mais on peut l'utiliser dans d'autres cadres aussi. Et donc, c'est une représentation de la répartition des votes en prenant deux axes. Sur l'axe horizontal, il s'agit de placer les gens en fonction de leur détention de capital. Plus vous êtes à gauche, moins vous détenez de capital. Entreprise, capital que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent, logement, etc., etc. Plus vous êtes à droite, plus vous détenez du capital. Ensuite, sur l'axe vertical, vous avez la place décisionnaire dans la société. Plus vous êtes en haut, plus vous êtes décisionnaire, plus vous êtes en bas, plus vous êtes subordonné. Ce sont des données qu'on utilise de l'INSEE. On est en train de travailler pour que ce graphique puisse être accessible pour tout le monde. Il se trouve qu'on a plein de projets en même temps, donc il y a un petit peu de retard par rapport à la livraison qu'on voulait faire. En tout cas, on va livrer ce truc relativement bientôt, dans quelques mois, on va dire, pour qu'il puisse être utilisable pour la campagne des présidentielles 2027 qui va commencer, on va dire, très fort à partir de septembre prochain. Et donc, on utilise des données de l'INSEE. Pareil, on vous expliquera comment on a utilisé les données, pourquoi il y a certaines données de l'INSEE qu'on utilise et d'autres qu'on n'utilise pas, comment on classe les gens, etc. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une répartition de l'électorat français. Et donc, vous verrez, on va régulièrement vous insérer des images de ce graphique pour que vous compreniez de quoi on parle. Au mieux s'intéresser à l'électorat Glucksmann pour avoir une idée de ce que c'est l'électorat PS, parce qu'il suivait le Glucksmann avec la liste estampillée PS, place publique, en 2024 aux européennes. Mais Hidalgo, elle, était tellement résiduelle qu'elle était assez proche de l'espace Mélenchon en 2022. Et ça, on va le voir, c'est pas un hasard. En fait, c'est un électorat qui pourrait être populaire aussi, mais en fait qui est très âgé. Et quand tu fais 1%, en fait, t'as vraiment un électorat ultra loyal et fidèle, et ça va être vraiment, tu vois Zoé, les très vieux qui ont toujours voté PS toute leur vie et pour qui l'opposition ou le parti c'est le PS, et donc qui restent à la fin les plus loyales. Dans les anciens, c'est les classes populaires. Donc quand un parti est en déliquescence, il apparaît comme faussement populaire parce qu'on a des gens très âgés qui viennent de classe ouvrière, etc., qui sont retraités et tout, et qui apparaissent comme populaires. Mais en fait, c'est juste la loyauté des classes populaires par rapport à l'opportunisme des classes supérieures, et donc ça donne cette illusion. Mais vraiment, l'électorat du PS n'existe quasiment plus. Il faut regarder justement l'électorat d'un bloc social qui est autour d'Europe Écologie, autour de Place Publique, et ça, comme tu l'as dit, c'est très en haut dans le graphique. Mais on va rentrer en détail. Point de vue, c'est le fait que les classes populaires ont fermé leur gueule devant le PS pendant des années, où on a accepté les délocalisations, etc. Et où on a dit aux pauvres, on a dit aux exclus, on a dit aux banlieues, c'est pas votre tour, attendez, d'abord, machin, on va faire les politiques néolibérales, un petit peu de temps. Il a pas tort, mais ils ont littéralement fermé leur gueule, pas tout à fait. Alors déjà, il y a eu des manifestations. Ils ont fait un truc simple, ils ont arrêté de voter. Il y a tout un tas de gens qui vont dire qu'ils sont allés vers le RN, c'est faux. Le RN, c'est l'abstention, voilà. En grande partie. Les classes populaires de gauche déçues par les politiques du PS des 40 dernières années ont arrêté de voter, en fait. Elles ont voté assez en mode... on oublie de le dire ça, mais... contre le PS, fin d'hégémonie des années 90, la débâcle Jospin 2002, elles avaient voté beaucoup en masse pour les trotskistes, qui avaient fait à 3 quasiment 10%. Voilà, donc voilà. Elles ont voté non au traité constitutionnel européen en 2005. Donc les classes populaires n'ont pas fermé leur gueule. Par contre, c'est les médias qui leur ont dit de fermer leur gueule, en fait. Et là, bon, allez, on va pas mettre Usul dans la sauce, mais toute cette logique, justement, d'avoir fait croire que le combat principal, c'était uniquement d'empêcher le Front National d'arriver au pouvoir et de se centrer autour de ça, et donc d'accepter la politique du moins pire, d'abord Hollande, et puis ensuite Macron, et puis une deuxième fois Macron, etc. Les gens qui ont participé à ça, c'est-à-dire à ne pas construire d'alternatives, et là-dessus, c'est les gens qui ont promu, qui ont participé à l'épopée de la France insoumise, on les met pas dans le même sac, qui sont restés à distance de ça, et qui se sont permis de jouer un petit peu
les commentateurs en disant faut choisir le moins pire, mais Mélenchon il a des quand même. Mediapart, on a fait un truc là-dessus là sur Alors, Mediapart. pour le coup, pour être honnête avec Usul, en 2022, Ouais. Usul a dit, il me semble qu'il votait Mélenchon. Alors, Ouais, à vérifier non, mais dans les ça, je dis- coms, les gens, si je me suis plantée, mais je suis quasiment sûre de moi. Je dis Usul, c'est pas je pense le pire là-dessus, mais il y a eu tout. Tu lui en veux pour ce qu'il a dit sur la guerre, mais je te comprends, je lui en veux aussi. Moi, j'ai pas de dette vis-à-vis de lui, donc contrairement à beaucoup de gens de gauche, voilà. Mais on a le même âge, hein, donc je me suis pas formé avec Usul. Mais et encore moins avec les trottes. Oui, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pendant cette période-là de confusion, il y a eu une grande lutte contre la confusion, contre le RN, contre ce qu'on appelait, tu te rappelles, la lepénisation des esprits, ce qui était nécessaire, mais fait du mauvais côté. Du côté un peu culturel, un peu donneur de leçons, un peu condescendant, etc. Et pas dans la construction d'une vraie alternative de gauche. Le vrai barrage, c'est justement d'avoir ce que nous on dit une force de gauche de rupture d'au moins aussi haute intensité que ce pacte raciste, c'est-à-dire un pacte égalitaire autant avec de la rupture, qu'arrête de croire aux renoncements néolibéraux, que c'est pas possible, que la mondialisation, que l'économie, que la compétitivité. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces conneries qu'on a avalées. Et ça, en fait, cette critique-là, elle a vraiment manqué. Et c'est celle-là qui a fait que, justement, le PS a été hégémonique, le PS et post-PS, Macron, etc. Et c'est de ça dont il faut sortir. C'est possible d'être tous égaux, c'est possible de régulariser tous les sans-papiers sans que ça prenne sur les logements ou le pouvoir d'achat des autres, c'est possible de faire tous ensemble moins d'heures de travail et en même temps d'avoir des besoins mieux satisfaits, tout ça est possible, voilà. Et donc c'est cette intensité-là qu'il faut mettre en face du fascisme. Tolérance, ok, d'accord, mais les années Hollande, c'est quand même derrière nous. Les années Hollande, c'est des années où on a dit aux pauvres de fermer leur gueule, voter à gauche comme on a dit, et derrière, c'est une coalition sociale où il y a tout un peuple qui a dû passer son tour pendant hyper longtemps. Et le fait que la FI repasse devant, c'est une autre coalition sociale où on va avoir d'autres programmes sociaux, mais aussi d'autres programmes par rapport aux discriminations, etc. Et moi, je pense, et c'est un petit peu ce qu'on avait acté, il me semblait, à la présidentielle de 2022, c'est qu'à un moment, les bourgeois de gauche, vous êtes gentils, vous êtes aimables, mais voyez, vous auriez dû écouter la base. Vous auriez dû écouter la base parce que la gauche, sans les bases sociales de la gauche, c'est plus grand-chose, c'est le hollandisme, c'est Manuel Valls, c'est je sais pas quoi, et c'est pas la gauche. Moi, j'ai toujours la même question, mais parce que Jean Massier a été au cabinet de Marisol Touraine pendant Hollande. Et vraiment, pareil, les gens, si vous savez, est-ce qu'il a déjà fait un retour sur ces années avec Marisol Touraine? Moi, vraiment, j'ai envie de savoir. Marisol Touraine, qui, pour rappel, a fait des réformes, notamment une réforme des retraites assez dégueulasse sous le quinquennat Hollande. La présidente demande l'autocritique au camarade Jean Massier. Non, mais même pas une autocritique. Moi, je pense que ça se trouve, il trouve que c'est super ce qu'il a fait, qu'il a réussi à grappiller un truc, 42 ans et demi au lieu de 42. J'aimerais bien savoir. C'est ce qui a déclenché ensuite toute la logique El Khomri, etc. Donc oui, il est fautif. Hein. Non, mais juste, c'est intéressant ce que dit Usul. Ça va un peu dans la logique de ce qu'on dit nous avec Plus Jamais PS. C'est pas simplement l'étiquette PS, c'est pas justement les anciens gens du PS, c'est justement cette hégémonie du programme du PS, de la vision du PS, appuyée sur le bloc social qui était le PS, c'est-à-dire des élites ne souffrant pas de la crise du mode de production, des délocalisations, etc., de la baisse du pouvoir d'achat, de l'inflation parce que c'est des petits salaires, etc., qui donnaient la leçon à tout le monde sur « mais vous comprenez l'économie, mais vous comprenez la géopolitique, voilà, mais vous comprenez l'Europe ». Tout ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a eu des alertes, des signaux. 2005 en a été un sur le traité constitutionnel. Une gauche s'est construite contre ça. Elle a mis du temps, c'est la gauche de Mélenchon, qui s'est quand même vachement construit post-2005 sur le traité constitutionnel. Et tout le reste a été la dernière tentative de continuer ce dispositif Hollande, sa disparition. Et aujourd'hui, sa continuité avec Macron qui se droitise de plus en plus. C'est ce qu'on fera le 20-02 avec nos camarades sur scène, là, à la césure. C'est justement ce bilan-là extrêmement important. Est-ce qu'on a les classes populaires? Est-ce qu'on fait un effort pour aller vers les classes populaires et les écouter? Il y a beaucoup de classes populaires qui votent pour le PS. Les classes... Donc ça... Mais alors, vraiment? Mais moi, j'ai une question. Où ça? Sors les chiffres. Sors les putains de chiffres. De qui parles-tu? Où ça? Tu mens, voilà. Je te le dis. Ou tu ne sais pas, mais si tu ne sais pas, ne dis pas, en fait. Voilà. Lumière, tu mens. Soit tu dis que le PS, l'unique vote PS, on vote pour eux, mais en vrai, il a fait 1,7%. Donc c'est comme si tu disais, il y a énormément de classes populaires qui votent pour la lutte ouvrière. C'est au même niveau. Soit, tu es obligé de constater ce que nous, on a fait.
que la position, on va dire, de ton bloc PS, voilà, qu'on peut imaginer la dernière fois qu'on a voté uniquement pour lui, c'est en 2024 avec Glucksmann, il est très cadre sup, très propriétaire, il est très en haut à droite dans le graphique, quoi. Voilà, il est vraiment très bloc bourgeois. Donc, ce qu'elle dit est faux. La classe populaire blanche rurale qui vote à gauche, elle vote pour le PS. Alors, donc là, au départ, c'était juste faux. Mais là, elle a sorti blanche, rurale, vote pour le PS. Donc là, vraiment, elle est en train d'instiller le poison, donc je le dis, raciste, il y a des classes populaires blanches qui votent anti-Mélenchon, PS ou je sais pas quoi, ou Ruffin, etc. Les fameux bourgs, là. Et il y a des classes populaires non blanches qui voteraient Mélenchon parce que ce serait un islamo-gauchiste ou que ce serait un frère musulman sous taquilla, quoi. Enfin, vraiment, cette opposition-là, vous voyez, quand on a attaqué Ruffin dès le début, tout le monde nous disait « Mais pourquoi vous l'attaquez ?» Voilà, c'est ce poison raciste qu'on vient vous vendre qui est faux, archi faux. On va vous le montrer dans les chiffres ensuite. Les classes populaires, elles votent Mélenchon. C'est pour ça que Mélenchon est massif. Et qu'on soit très clair, que ce soit pour Ruffin ou pour Lumire-Laprès, que je mets exactement dans le même sac sur cette take, je pense que eux ont l'impression que justement ils vont combattre le racisme en prenant acte de cette partition de l'électorat par la race sociale, la race perçue. Je pense sincèrement qu'elle a l'impression qu'elle va sauver le pays de l'extrême droite, etc., en prenant acte du fait que le discours de LFI, parce qu'il n'est pas islamophobe, va de fait déplaire aux classes populaires qui sont intrinsèquement, naturellement, ontologiquement racistes. Et donc on va, parce que vraiment, vous allez voir après, on va vous sortir les chiffres et tout, le constat est faux. Donc en fait, à partir d'un constat faux, après, que tu te mettes à plaquer dessus tes conceptions, moi, je pense que tu ne penses pas avoir un agenda raciste. Par contre, je pense que c'est vraiment tes structures mentales racistes qui parlent. Ce qui est fou, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre. On parlait tout à l'heure de la précédente époque où tu parlais de souveraineté, où tu parlais de sortie de l'UE. Et vraiment, on appelait ça, tu sais, genre la lepénisation des esprits. Je trouve ça dingo que cette expression que moi, j'ai jamais trop aimée, mais est disparue quand des gens viennent dire... Mais les Blancs, en fait, ils votent tous Rassemblement National, alors que c'est faux, il y en a beaucoup. Elle a dit encore pire que ça, elle dit qu'ils votent PS. C'est ça, tu vois. Mais vraiment, c'est cette opposition blanc-non-blanc, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. On l'a montré via le graphique, c'est que on a des oppositions qui sont différentes. Vous allez avoir des gens qui vont voter Le Pen, ou plutôt Zemmour d'ailleurs, quand ils sont bourgeois pour des problèmes de civilisation, d'anti-islamophobie, parce qu'ils ont des questions, en fait, d'ordre général, parce qu'ils ont assez de confort. Là où, justement, le vote populaire du RN, des sociologues l'ont bien montré, Cocard, Faury, etc., bien d'autres, Le Bras, etc., vont plutôt être des concurrents sur les ressources, c'est-à-dire qu'on va moins se concentrer sur le fait que machin est musulman, mais c'est le dernier arrivé en tant qu'immigré, donc en fait il n'a pas le droit d'être là parce que sinon il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça, c'est plutôt le discours néolibéral de la pénurie qui va faire foi dans les campagnes de la ruralité ou dans les classes les plus populaires. Voilà, c'est ça qui va être fondamental. Qui vote à gauche, elle vote pour le PS. Mais elles ont voté LFI aussi gentiment la dernière fois. Non, mais il faut regarder. Non, mais pardon, mais il faut être. Mais attends, mais alors, du coup, ça veut dire quoi par rapport au racisme? On fait quoi? On dit rien? Mais là, c'est là où ça sert à rien d'embrayer. C'est ça qui m'énerve, c'est il lui a donné le constat. Là, il y a juste à dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Voilà, la première base du déploiement d'une vision du monde, c'est d'être capable de constater le monde mieux que ses adversaires. C'est pour ça qu'on est toujours, nous, marxistes, entre l'analyse concrète de la situation concrète, c'est-à-dire le possible où on veut aller et ce possible à partir d'un réel bien constaté, bien compris. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours un outil de compréhension, d'analyse et un outil de transformation, le marxisme. Là, il faut leur dire, tout ça est faux de A à Z. Ça, c'est le constat des adversaires, c'est le constat des ennemis, c'est le constat des racistes de dire ça. Oui, parce qu'en fait, là, moi, je comprends ce qu'il veut dire, la Usul, quand il dit « Et du coup, on fait quoi avec le racisme ?» Mais ça veut dire que tu acceptes le constat. C'est-à-dire que tu acceptes ce constat que les classes populaires blanches ne votent pas LFI parce que LFI n'est pas assez raciste. Et toi, tu dis, du coup, comment on va les cartonner sur le racisme? Mais vraiment, le constat de base étant faux, ça sert à rien d'essayer d'aller les cartonner sur le racisme derrière. Et après, comment on combat le racisme? Nous, on l'a développé plein de fois. Il s'agit de sortir des logiques néolibérales, de la politique de la pénurie qui dit il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc voilà, il va falloir gérer la pénurie. Nous, on veut proposer un projet communiste, un projet de l'abondance. Et c'est par le projet de l'abondance qu'on permettra de dépasser ces logiques racistes qui découlent de la pénurie, sachant aussi qu'on hérite le racisme de plein de choses, de notre histoire coloniale, etc. Et donc, il s'agit de mener des politiques
politique, d'avoir un projet politique à proposer, qui soit vraiment un projet politique qui donne envie, qui soit réalisable et qui permette de faire une vraie bifurcation et d'assumer l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme de manière frontale, quoi. On fait comme Ruffin, alors, on dit non. faut pas trop en parler. J'ai Parce que... absolument jamais dit ça. Non, je sais bien que toi tu dis parce pas que, ça. quand même. Mais tu vois bien que Merci. Ça revient à la même chose en fait. Mais attends, laisse-la développer, on va voir ce qu'elle dit. c'est une question à trancher. Mais moi, je pense que le programme peut trancher. Pour moi, le programme tranche. Si, en effet, tu dis l'avenir en commun n'est pas mon programme, tu dégages. Les Donc, gens en fait, En fait, je comprends pas où elle va la personne. C'est vraiment Mais c'est moi, je sais où elle va, Chris. Elle va sur un truc de il faut faire du compromis. Et donc, en fait, il faut pas dire des trucs trop de gauche, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Tu vois, moi, Ouais, c'est c'est- ça que j'entends. Hein. En fait, il faut garder l'avenir en commun, mais ce qui serait bien, c'est qu'il soit assez en commun pour que Glucksmann et le PS puissent l'adopter. Bah non, en fait. Justement, quand nous, on dit plus jamais PS, c'est de créer un programme qui ne puisse plus recouvrir l'intégralité du PS et ses politiques et sa vision du monde. C'est ça. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, que des Lumières l'après puissent dire que c'est leur programme, l'avenir en commun. Bah justement, ça interroge nous ce qu'on dit sur la FI. Attention à votre programme. Si ces gens-là peuvent s'approprier votre programme aussi facilement, c'est que ça manque de radicalité et c'est que ça va manquer de radicalité pour pouvoir affronter cette gauche et définitivement en finir avec eux, quoi. Oui, effectivement, les mesures un peu néo-keynésiennes pendant le social-libéralisme de Hollande, le renoncement absolu, étaient une sorte de bifurcation. Maintenant que la crise est avancée et que même des pays les plus réactionnaires vont aller vers du néo-keynésianisme, eh ben non, c'est pas possible de garder ce niveau-là. Et là, vous allez voir que toute la gauche, cette espèce de noisette là, alors Lumière la presse, pas tout à fait le PS, mais entre les deux, entre la FI, C'est les écologistes. Hein. ouais, voilà, c'est ça, vont se réapproprier votre programme. Et donc, il faut un programme beaucoup plus radical qui permette de garder l'hégémonie et la conflictualité de la FI sur le bloc de gauche. Alors, je me permets de rappeler rapidement, pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu tout ce qu'on a pu raconter avant, mais en gros, l'idée de cette prochaine présidentielle, pour nous qui sommes de gauche radicale, c'est de se dire 5 gauches c'est trop, une c'est pas assez, parce que vous ne pourrez pas faire un programme qui permet réellement de recouvrir tout le monde. Ce que pense Lumière, c'est-à-dire oui, mais si en fait on se range pas derrière l'avenir en commun, parce qu'elle a dit que c'était pas son programme, hein. Si en fait on se range pas derrière l'avenir en commun, bah, du coup on est exclu. Sous-entendu, il faudrait faire un truc qui soit plus large, plus inclusif, qui permette d'aller, comme tu l'as dit, jusqu'à la gauche Glucksmann. Il y a plein de gens qui votent Mélenchon précisément parce qu'ils n'ont pas envie de voter pour un programme qui soit récupérable par la gauche Glucksmann. Et donc, vous n'allez pas additionner les scores des deux gauches. Vous allez perdre soit une partie de la gauche de gauche si vous vous centrez vers la droite, soit une partie de la gauche de droite si vous vous centrez vers la gauche. Ce qui n'est pas grave, parce que la barre de qualification pour le second tour à l'élection présidentielle 2027, elle va être basse. Elle va être probablement entre 15 et 20%, autour de 16, 18, 19. Donc, vous n'avez pas besoin pour passer le premier tour de faire 30. Vous avez besoin, par contre, pour, une fois que vous avez passé le premier tour, gagner le second tour, qu'il y ait une vraie dynamique qui se fasse à gauche. Et si vous faites une campagne présidentielle où il n'y a qu'un seul candidat de la gauche qui ne va pas faire du tout l'addition des trucs, mais qui va faire un 20-25, voilà, au lieu d'un 15-20 chacun de son côté, si vous avez ce candidat-là, il y aura un candidat unique de la gauche, bon peut-être avec 2-3 trottes à côté, qui ne sont pas invités dans les trucs les plus importants, les débats, etc. Et après, vous aurez un candidat du centre, Édouard Philippe, un candidat républicain type Retailleau, un candidat du RN type, je sais pas, soit Bardella, soit Le Pen, et un candidat zémouriste, soit Zemmour, soit Knafo. Vous allez avoir 4 gros candidats. Alors bon, les zémouristes ne sont pas gros, mais les médias les adorent, donc c'est comme si pour le paysage médiatique. Vous allez avoir ça, et donc la campagne va se jouer sur des thèmes de droite. Est-ce qu'on dégage tous les étrangers ou juste la moitié? Est-ce qu'on supprime l'AME? Est-ce qu'on va aller augmenter le temps de travail vers la semaine à 40 heures ou la semaine à 45 heures? Ça va être ça les débats. Alors que si vous avez 2 gros candidats de gauche, ça va se jouer sur des thèmes de gauche. Qu'est-ce qu'on veut pour la retraite? Qu'est-ce qu'on veut pour la sécu? Qu'est-ce qu'on veut pour les politiques islamophobes? Qu'est-ce qu'on veut pour le positionnement international de la France vis-à-vis de l'impérialisme américain, etc. Qu'est-ce qu'on veut avec l'OTAN? Ça va être ça les thèmes. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, au second tour, si vous avez un Mélenchon qui y arrive, même Hollande l'a annoncé, ils appelleront à voter pour le candidat de gauche le mieux placé. Même si ça les fait chier, même si c'est pas leur programme. En plus, eux, ils y ont un intérêt parce qu'ils penseront à l'élection d'après et tout, et de se dire, en fait, si on se positionne pas, on va passer pour des traîtres qui vont du côté de l'extrême droite. Alors que c'est tout leur narratif de dire en permanence barrage à l'extrême droite, barrage à l'extrême droite. Donc il faut arrêter avec ça. Et contrairement à ce que pensent ces gens,
oui, les classes populaires de ce pays sont prêtes à entendre de la radicalité, et pas que. On a montré dans plusieurs capsules, et je reparle de cette capsule où on analyse le mouvement Nicolas qui paye, où on parle en détail avec Chris de la mutation qu'il y a actuellement dans les classes intermédiaires, dans les cadres en France, avec une vraie poussée de la gauche radicale dans ces cadres, parce que ces cadres sont en train de changer, le profil sociologique de ces gens est en train de changer. C'est des cadres qui sont plus féminisés, plus racisés, qui se prennent aussi dans la tête la crise du capitalisme, qui font qu'ils se déclassent, en fait. Les ingénieurs, les cadres, etc. Qui sont plus diplômés que leurs anciennes générations, mais qui ont des salaires ou des postes plus subalternes. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Exactement. Et donc, il faut accompagner cette mutation, et cette frange-là de la population est prête à la radicalité, est prête à l'entendre, est prête à voter pour, et même si on joue bien, est prête à se mobiliser dans des mouvements sociaux pour faire advenir ça. Mais si vous voulez cette dynamique-là, ça va pas être en disant « Oh là là, quand même, peut-être qu'il faut dire qu'on interdit le voile un petit peu, mais pas trop. » Enfin, voilà, c'est pas possible, en fait. « Ah, mais après tout, 42 annuités, pourquoi pas ?» Ça suffit, quoi. Mais c'est la gauche matérialiste contre la gauche idéaliste, en fait. Ça va finir là-dessus. C'est-à-dire la gauche qui veut transformer le monde, qui veut changer les choses, qui veut qu'on travaille moins, qu'on gagne plus, qu'on ait nos besoins, qu'il y ait de l'abondance. Ça, c'est matériel. C'est ce qu'attendent les classes populaires. Contre la gauche idéaliste, en haut dans le graphique, là, qui, elle, ne va parler que de république, de valeurs, de... Voilà, on en a eu un avant-goût avec Jérôme Guedj. C'est ça. Donc choisissez vos deux gauches. Mais cet affrontement doit avoir lieu pour en finir définitivement avec la confusion, avec l'extrême droite, avec l'abstention, avec le renoncement des classes populaires à transformer la société et à croire que la société est transformable. C'est ce que le néolibéralisme nous a amené, quoi. Préférer l'original à la copie. Mais c'est pas la question. Mais par contre, pardon, je suis désolée, l'AFI peut pas faire comme si les 22% de Jean-Luc Mélenchon, c'était que la base de l'AFI. Non, il va falloir les reconstruire. Ah, mais c'est un bingo. C'est un bingo, Chris. Donc vas-y, alors lumière l'ombre. Nous, on a des chiffres qui nous permettent de savoir si c'est du vote utile ou pas. Quelle est la proportion à ton avis? Du coup, c'est quoi? C'est quoi? Il y a 5% des gens qui sont convaincus, puis 17 qui votent pour lui, je sais pas, par hasard, parce qu'ils ont vu les sondages et qu'ils se sont dit c'est ça qui était le mieux et tout. Donc vas-y, explique, Chris, mais c'est vraiment, mais putain, mais c'est censé être ton taf. Je suis désolée, je redis ça à chaque fois qu'on est face à des analystes politiques et tout. T'as fait des études là-dedans, c'est ton travail. T'es payé pour ça, t'es même pas au courant des données de base qui sont accessibles à tout le monde, mais c'est trop chiant, quoi. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Mélenchon arrive sur la scène politique en 2012. Il fait 12%. Le bloc, on va dire de gauche, si on additionne, à l'époque, c'est 12 plus les 28 de Hollande, 40%. Voilà. En 2017, Mélenchon fait 19% et Macron fait 24%, ça fait 43%, et Hamon fait 6%. Voilà. Donc, ça fait 50%. Effectivement, Macron prend un peu au centre, il prend de l'électorat 9%, entre 5 et 10% de Modem, donc il capte, on va dire, 10-15% de vote Hollande qui était très à droite, qui était pro-DSK 2011, tu te rappelles de ça, Zoé? C'était soi-disant notre sauveur avant le Sofitel Gate. Et donc ensuite, il y a un électorat, effectivement, qui était resté à gauche. Et là, elle a raison, populaire qui était resté à gauche pour Hollande en 2012, qui a cru une dernière fois Hollande en 2012, ce que raconte Usul, qui a cru une dernière fois pour le PS, qui s'est fait trahir et qui, lui, s'est réparti entre Mélenchon, 19%, et Hamon, 6%. Voilà, 25%. Et ça, c'est le bloc de gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il n'y a pas eu de vote utile. À la dernière minute, jusque dans les derniers mois, on donnait Hamon et Mélenchon quasiment au même niveau. Il a fallu attendre 2 mois pour que 2 mois avant l'élection pour que ça commence à se croiser. Jadot a arrêté sa campagne pour rejoindre Hamon. Donc le vote utile, il était là. Mélenchon a quand même fait 19%. En 2022, là où il était avec le PCF, il y a eu Hidalgo, le PCF, Jadot en face. Il y avait tout un tas de possibilités pour voter, on va dire, hors de Mélenchon. Ça a été fait, ça a fait une addition de 8%, Jadot plus Roussel plus Hidalgo. Les rares qui ont voté utile à la dernière minute, il y en a. On a fait l'analyse avec Stefano Palobarini, ça représente 10% des voix de Mélenchon, c'est-à-dire 2 points sur ces 22 points, c'est 20. Donc la base sociale de Mélenchon, c'est 20% de l'électorat. Et dans ces 20% de l'électorat, il y a 25% d'électorat populaire. C'est tout. Les masses populaires, l'alternative de gauche égalitaire, c'est la France insoumise. Point à la ligne. Et on va le voir, pas simplement dans les banlieues. Oui, mais attends, Chris, là, t'es en train de lui faire une lumière l'après.
Toi, t'es là, tu dis ouais, nous on a regardé ça, et puis tu nous expliques pas d'où tu sors tes chiffres et tout. Explique, camarade, quand tu dis qu'avec Stéphano, vous avez montré qu'en fait, le fameux vote utile, ça représente 2% de tout le corps électoral. Oui, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est l'analyse de dispersion de voix entre 2017 et 2022, notamment avec l'élection des européennes. Parce qu'en fait, les européennes, on a vu effectivement une France insoumise en 2019 à 6-7%, la liste de Manon Aubry. Pareil pour le Glucksmann, 6-7%. Et ensuite, on a vu un Jadot à 13%. Alors, c'est une élection où il y avait plus d'abstention, on n'était pas gilets jaunes, etc. Mais on a vu tout ce bloc-là, un peu bourgeois, qui était sorti du vote 2017 Mélenchon, qui l'exprime, qui dit qu'ils avaient voté 2017 en Mélenchon quand votait Jadot ou Glucksmann, en fait. Et dans ce bloc-là où il y avait Jadot et Glucksmann, donc Jadot à 13, Glucksmann à 6, en fait. Ensuite, on voit ceux qui ont voté pour ces deux listes-là, lesquels ont voté ensuite pour Mélenchon 2022. Ouais. Voilà. Et dans ce bloc-là, qui représentait à peu près 3 millions de voix, il y en avait simplement 1 million, à peine 1 million, qui ont voté re-Mélenchon, c'est-à-dire qu'on fait un espèce de pipeline, Mélenchon, Jadot-Glucksmann, ensuite Mélenchon. Voilà. Et ben ça, c'est entre 700 000 et 1 million de voix. Donc, c'est entre 10% et 12-13% de voix de Mélenchon 2022 qui sont du vote utile. Donc, c'est vraiment résiduel. La base de Mélenchon, sur ces 10%, c'est 2 points, entre 2 et 3 points. C'est 19-20% de classe populaire qui votent pour Mélenchon. Voilà. On connaît les votes utiles quand on sait que les gens changent de vote en fonction de qui est le plus haut dans les sondages entre deux élections. Voilà. Merci. Et tu vois, moi je suis désolée, mais je vais faire une hypothèse parce que là, ce que nous dit Lumire, c'est un truc qu'on entend tout le temps dans cette gauche-là particulièrement. Cette gauche-là qui représente très peu sur le plan électoral, mais qui est extrêmement présente dans les médias, etc. Beaucoup plus que son assise électorale, beaucoup plus. En fait, moi je fais une hypothèse, c'est que vous avez un biais sur les gens que vous fréquentez. Je suis désolée, mais en fait, vous fréquentez une partie de gens qui se sentent de gauche, mais qui n'aiment pas trop la radicalité, et qui trouvent que Mélenchon parle trop fort, etc. Et donc, vous avez l'impression que tout le monde est comme ça. Désolée, mais les gens que vous fréquentez ne sont pas représentatifs de la population française qui vote à gauche. Pardon, mais vous avez un biais. Et vous avez un tel biais que vous êtes capable de sortir d'énormes conneries qui ne sont pas du tout en lien avec les faits concrets, les résultats électoraux concrets qui sont connus de tous. Genre, en fait, dans les zones rurales, les classes populaires, elles votent PS, n'importe quoi. Vraiment, mais enlevez vos lunettes de classe moyenne sup, suréduquée, citadine, anti-Mélenchon, qui trouve qu'il ne faut pas parler trop fort, que quand même les valeurs c'est important, que machin, que truc. Enlevez ces lunettes-là, ça vous fait dire des conneries. Il n'y a rien d'autre en plus que le racisme qui peut dire ça, parce que quand tu dis il n'y a aucune donnée, et donc ça voudrait dire qu'en fait, pourquoi elles voteraient PS? Parce qu'elles n'ont pas envie de voter LFI. Mais justement, quelle est la différence entre les deux? L'antiracisme radical et qu'il faut soutenir de Mélenchon, quoi. C'est aussi du vote utile. Et ouais. Pour moi, un parti politique ne peut pas faire une OPA sur une classe sociale. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah si. Bah si. Mais faire une OPA en plus, mais qu'est-ce que c'est que ce discours? Ça c'est pareil, Ouais, moi j'en peux plus. C'est quoi clair. faire une OPA en fait? Faire une OPA, c'est du putain de langage de financier, d'accord? C'est quoi ce délire? Par contre, oui, un parti politique de gauche, il doit réfléchir à quelle classe sociale il parle et essayer de parler à la majorité. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Vraiment, je suis désolée, je m'énerve, mais ça m'énerve en fait. Je ne supporte plus ça. Et puis juste, voilà, ça c'est un truc. L'hégémonie politique se conquiert par l'adéquation à la vision du monde d'une classe sociale, d'un sujet collectif. Une classe sociale a des problèmes matériels concrets à résoudre. Sa paupérisation, son ascendance, mais son manque de pouvoir, ça dépend des phases du capitalisme, des phases du mode de production, suivant qu'il est en crise, qu'il est ascendant, etc. Ça dépend de la mécanique de la classe à l'intérieur. Donc elle a des problèmes concrets à résoudre. Donc on ne conquiert pas l'hégémonie sur une classe sociale simplement par la performance médiatique. Ça, c'est des gens qui connaissent mal Gramsci. C'est des gens qui parlent d'hégémonie culturelle en mode « ouais, on est bon en médias et en marketing ». Non, on conquiert l'hégémonie sur une classe sociale, en termes de débouchés politiques, par l'adéquation à la vision du monde. Est-ce que les problèmes qu'on va résoudre ne correspondent pas simplement à la réalité du problème? C'est un point fondamental, c'est-à-dire par exemple régler la pénurie. Mais est-ce qu'en plus ils correspondent aux possibles et aux futurs tendanciels de cette classe-là? C'est là où on conquiert l'hégémonie, c'est-à-dire d'allier le réel et le possible. Une classe sociale telle que le prolétariat est une classe qui est en crise, qui a besoin de régler le problème de la pénurie qu'elle subit, de sa paupérisation. Donc elle va essayer de chercher tous les débouchés politiques qui parlent de pénurie ou qui tendent à incarner la résolution de la pénurie. C'est pour ça qu'elle va
pouvoir se balader entre le pacte raciste et le pacte égalitaire. Mais non, on considère que le pacte égalitaire recouvre beaucoup mieux le possible de la classe sociale prolétarienne. Pourquoi ? Parce que c'est une classe qui a besoin de solidarité et d'identité de chacun des individus pour faire monde ensemble. Voilà, la solidarité pour les prolétaires, le fait de s'entraider, le fait de faire ensemble, le fait d'être sur la ligne ensemble, le fait de est un moyen de subsistance concrète. Donc un possible égalitaire recouvre mieux la totalité de leur vision du monde réel et possible. Et c'est pour ça qu'on conquiert, et c'est pour ça qu'il y a un clivage entre Mélenchon et Le Pen sur la conquête de ces classes-là, parce qu'elles recouvrent un peu du réel. Elles ont deux tendances possibles. Je rappelle d'ailleurs même que même le pacte raciste ne peut pas être totalement libéral en parlant de pénurie. Il peut pas dire c'est chacun pour sa gueule, parce que justement, comme il veut conquérir les classes populaires, il est obligé de lui vendre une certaine forme de solidarité qui ne sera pas communiste, mais qui sera nationaliste, racialiste, etc., mais qui tend à faire un dépassement collectif identitaire. Voilà, tout ça, il faut le comprendre. Et là, le discours de une OPA, et surtout l'indignation éthique ou morale de « Ah mais non, mais c'est pas sympa s'ils sont tous seuls sur une classe sociale. » Ben non, si un parti requiert demain à 100% du débouché politique d'une classe sociale, moi j'adorerais, c'est notre projet avec Zoé, ça voudrait dire qu'il sera ultra efficient, ultra communiste et que la révolution sera pas loin. Donc la disparité des débouchés sociaux, contrairement à ce que nous dit Lumière, n'est pas une solution démocratique parce qu'il faut un peu de tout, c'est le problème. Et justement, il faut qu'il y ait qu'un seul débouché communiste au vote de la classe sociale. La FI peut pas dire on est les seuls. Il s'agit pas de faire une OPA, il s'agit de représenter ses aspirations et de les traduire en politique publique. Mais moi je te dis que la FI ne représente pas malheureusement les aspirations des classes populaires rurales. C'est bien tout mon problème avec elle. Enfin, je veux dire, c'est littéralement le cœur de mon militantisme. Bah, vient d'où elle? Elle, c'est. Alors, si, je vais sortir son wiki après. Tu vas voir. Donc, je constate que. Toutes les politiques sociales prônées par la FI, oui, les classes populaires rurales, elles vont être contentes. Mais tu sais bien. Oui, mais ce que tu es en train de dire. Il faut les vous devriez être content. C'est pas ce que les bourgeois ont dit aux pauvres en disant regardez, donc on fait ça. Oh putain, ça m'énerve, ça m'énerve de fou. C'est vraiment une position d'outwokisme éthique. Ah ouais, donc tu vas leur dire comment ils doivent penser, c'est ça? Ah, je suis désolée, mais ça m'énerve. C'est vraiment le niveau zéro de l'argumentation. De fait, proposer l'augmentation des salaires, l'encadrement des prix de l'eau, de l'électricité, etc., de diminuer le temps pour pouvoir avoir accès à la retraite et tout. De fait, c'est favorable aux classes populaires, d'accord? Il ne s'agit pas de dire « Ah non, mais tu leur enlèves leur liberté de penser, c'est ça ». C'est un fait, en fait. C'est des trucs concrets. Après, la question, c'est comment tu arrives à faire passer ça dans un pays, Chris l'a déjà expliqué, etc., au long de cette capsule, mais dans un pays où on sort de 40 ans de gauche qui a trahi et où à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, ils font de la merde. Et quand tu arrives pour dire aux gens « En fait, la vie, elle peut changer. En fait, on peut aussi faire en sorte de baisser votre temps de travail. On peut faire en sorte de racheter vos prêts immobiliers pour que vous puissiez avoir accès au logement. On peut faire en sorte de faire le 100% sécu et que vous n'ayez pas à débourser des dépassements d'honoraires pour vous faire opérer. On peut faire en sorte de tout ça. On peut mieux répartir les professionnels de santé. On peut remettre de l'argent dans l'école pour que vos gamins apprennent bien. Oui, on peut le faire. Le problème, c'est que c'est pas que les gens, c'est pas dans leur intérêt et que c'est trop méchant de leur expliquer quel est leur intérêt. Le problème, c'est que les gens se disent oui, mais ça fait 40 ans que les autres connards, ils nous disent que la vie, elle va changer. En fait, elle a pas changé. Ils ont fait la même merde que les autres. C'est ça, la vérité. Donc vraiment, mais je te jure, c'est une posture qui ça m'horripile. Vraiment, ça m'horripile. Surtout en plus, quand t'as dit, c'est pas l'AFI, mais l'AFI, elle peut bien se proclamer partie des classes populaires, etc. À la fin, c'est les classes populaires qui décident, quoi. Enfin, mais tu oui, vois, c'est pas. Il suffit pas de se. S'il suffisait de dire, nous, on est le parti de la classe populaire, votez pour nous pour avoir les votes. Bah non, comme on l'a dit, c'est un niveau d'adéquation. Et Usul. Meuf, littéralement, tu viens d'expliquer que les classes populaires rurales votent PS. Enfin, je veux dire, cache-toi, quoi. Vous devriez être Alors, content. attendez, C'est le temps des classes populaires rurales qu'il faut écouter que elles. Et que... Non, mais est-ce que j'ai dit que elle? J'ai pas parlé de Ruffin. votre discussion, Ouais, vraiment, la discute. J'ai l'impression qu'on est quand même soirée de lycée là. Tu vois, on est. Enfin, c'est vraiment, c'est pas, ça vole pas ou quoi. elle est hyper intéressante parce qu'elle est au cœur du débat. Bah oui. De ce qu'elle oui. Ah oui, Il y a le prof qui arrive et non, qui mais dit... Massier, non, mais pour le coup, Massier, il a raison. Il dit c'est le débat entre les deux gauches et tout. Il a raison là-dessus, Massier. Effectivement, c'est c'est un la débat gauche qui se intéressant. lève. C'est dommage de les couper, du coup. Ouais, je suis d'accord. Sur les dynamiques pour l'élection présidentielle, je vous jure qu'on aura l'occasion de continuer à discuter de ça. Tu nous coupes là? Ouais, je vous coupe carrément parce qu'il faut qu'on avance. Ah, t'inquiète pas, Bon. nous, on va en discuter nous aussi. Hein. Voilà. Bon, rapidement, après cet extrait, alors désolé, je me suis énervée, mais en fait, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce genre de lecture là, c'est trop chiant. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je la connais pas bien, Lumière l'après, je me suis dit, je vais aller regarder quand même d'où parle la camarade. Et de ce que je vois, elle a grandi dans une zone rurale française dans l'Ain, tu vois.
Mais ensuite, en fait, rapidement, elle est allée faire Sciences Po Lyon. Alors bon, je suis désolée, je ne fais que tracher Sciences Po tout le temps, mais je maintiens que je pense que c'est un problème que les gens qui arrivent à des postes de décision politique dans ce pays sortent majoritairement de Sciences Po. C'est un problème d'étudier la politique, d'en faire son métier, etc. Déjà, la professionnalisation de la politique est un problème en soi. Et je suis désolée, mais force est de constater sur le terrain, concrètement, que ça te fait des gens qui ont des structures mentales particulières qui ne sont pas en adéquation avec la réalité de ce pays. Pardon, hein, mais tu vois, quand tu as étudié la politique et que tu sors des trucs comme ça, et en plus, je pense qu'elle y croit, tu vois. Je fais l'hypothèse que c'est plus formateur en politique de faire un boulot comme font la majorité des gens, je sais pas, tu vois, tu bosses dans les transports, tu bosses dans la grande distrie, tu bosses dans la santé, tu bosses dans l'industrie, enfin voilà quoi, et d'être au contact des gens, peut-être de faire de la lutte syndicale, et peut-être de rentrer dans le militantisme à côté de ta vie, tu vois, avoir une vie à côté. Donc tu vas pas y faire ta carrière, il n'y a pas un enjeu de reproduction de tes propres conditions matérielles en fait. Tu milites à côté, et tu as peut-être aussi le cerveau un petit peu moins, on va dire, formaté d'une certaine manière, qui fait que tu as toujours la même lecture en pensant que tu es majoritaire, alors qu'en fait, tu représentes putain de 2% de la population, quoi. Bon, désolé, ça m'énerve premier degré, en fait. Et c'est même pas, on va dire, contre les individus. J'ai envie de me dire, comment ça se fait qu'on a un système politique où l'immense majorité des gens qui arrivent à des responsabilités sortent de Sciences Po? C'est un putain de problème. Normalement, la représentation politique devrait être à l'image de la société, avec des travailleurs et des travailleuses de partout. Et la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Et quand tu regardes les classes populaires blanches rurales, les femmes, tu vois, de la génération de Lumière et de moi, parce qu'on a quasiment le même âge toutes les deux, elles font aide à domicile, elles font instit ATSEM dans les écoles, elles font secrétaire de mairie, elles sont bénévoles dans des assos, on en reparlera. J'aimerais vous reparler d'un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui parle de ces femmes, de ces jeunes femmes de la ruralité en France qui font tenir le tissu social et qui pour le coup sont des vrais appuis progressistes dans la ruralité, qui seraient beaucoup plus intéressants à analyser et qui sont bien plus intéressants quand on veut penser un projet progressiste, d'essayer de comprendre quelles sont ces femmes, comment elles sont positionnées dans la société, comment on leur parle, comment on fait un projet politique transformateur qui les mobilise et qui les rende militantes et qui les rende actrices politiquement. C'est beaucoup plus intéressant, que d'avoir que des clones de Sciences Po là, qui répètent les mêmes conneries ad nauseam, qui ne sont même pas en lien avec la réalité des choses dont on va vous parler juste après. Et donc rapidement, ensuite, Lumière, elle est partie aux États-Unis. Tu vois, donc 2015, elle avait 23 ans. Elle est partie aux États-Unis dans le cadre de ses études de Sciences Po. Elle a participé à un mouvement syndical états-unien, tu vois. Donc moi, je pense que c'est très bien. Après, tu vois, le syndicalisme états-unien par rapport au syndicalisme français, je ne sais pas à quel point c'est... Alors, il y a une très grosse radicalité des syndicats états-uniens, du Parti communiste américain. C'est une histoire qu'on connaît assez peu, mais... Oui, mais ça, c'était avant le macartisme et tout. Mais même après, les syndicats américains ont été très importants. Enfin, c'est pas facile, etc. Récemment, ils ont obtenu des hausses de salaire très importantes. Tu sais, à Stellantis, à Détroit, etc. Enfin, je veux dire, ça n'a pas à rougir par rapport, tu vois, le niveau du syndicalisme français. Voilà, et c'est un syndicat qui est beaucoup plus implanté du coup, qui a un avantage, comme il n'y a pas de service public, beaucoup de fonctionnaires américains, c'est très implanté dans l'histoire industrielle privée américaine. Voilà, c'est beaucoup plus, ça ressemble plus au syndicalisme allemand, tu vois, IG Metall ou tout ça. Voilà, et donc elle se retrouve à participer à une lutte syndicale à Los Angeles où ils demandent le doublement du salaire minimum et tout. Donc tu vois, un vrai truc social, quoi. Et donc ensuite, elle se retrouve assistante parlementaire, de ce que je comprends. Alors c'est Wiki qui dit ça. Elle chope une bourse et elle se retrouve assistante parlementaire de Juan Vargas, qui est un élu à la Chambre des représentants états-unien qui vient de Californie. Elle retourne à Paris, elle bosse pour un cabinet de conseil, de consultante en entreprise, quoi. Et ensuite, elle s'implique dans Alternatiba, qui est un mouvement écolo, on va dire très branché, initiative locale, action non violente, désobéissance civile, etc. Pour moi, c'est un peu on va dire un peu les héritiers des mouvements altermondialistes du début des années 2000. Tu vois, moi, je les vois un peu comme ça, Alternatiba. Je sais pas si ouais, si c'est tu un les vois peu pareil. ça, c'est un peu ça. Je vais dire, c'est une écologie très libérale, mais en fait, c'est pas libéral au sens libéralisme économique, tu vois, c'est très libéral au sens américain, quoi, très individualiste, les petites communautés, la décroissance, etc. Enfin, tu vois, il n'y a pas une force du collectivisme, il n'y a pas... Voilà, donc pour moi, c'est ça. Ah ben c'est pas, oui, non, c'est pas des communistes. C'est pas des communistes. Donc voilà, elle fait ça et elle retourne aux États-Unis. Elle se retrouve un peu chroniqueuse chez Estelle Midi sur RMC. Et ensuite, elle retourne un peu aux États-Unis en 2024. Et là, c'est là que c'est intéressant. Elle étudie l'électorat rural de Donald Trump. Et a priori, elle a écrit des articles sur les conditions des classes populaires blanches rurales aux États-Unis, qui votent Trump, a priori, etc. Alors, moi, j'ai très envie de lire ces articles, pour le coup. Mais vraiment, pour des millions de raisons.
les classes populaires blanches américaines ne sont pas superposables aux classes populaires blanches françaises. Non, ça, c'est sûr. Vraiment pas. C'est, quand on parle de ruralité notamment, hein. C'est vraiment très, très, très différent. Même l'organisation de travail et tout. Mais ça, j'imagine que dans ses articles, elle doit le dire. Et ensuite, elle rejoint le collectif Victoire Populaire. Alors, c'est un collectif qui s'est formé dans le cadre des campagnes municipales 2026. Je vous lis un peu leur pitch. Le 15 et 22 mars, rendez-vous dans les urnes pour faire gagner la gauche et les écologistes aux municipales. Dicillois rejoint Victoire Populaire pour sauver au moins 250 000 voix à gauche. La stratégie, cibler prioritairement 100 communes dites pivots, c'est-à-dire à quelques voix de basculer à gauche ou à droite. Ah, c'est vraiment les trucs swing state américains, tu sais. Ah mais de fou, tu vas voir juste après, c'est la stratégie Mamdani, c'est fais du phoning, forme-toi, aide-nous à inonder les réseaux sociaux, etc. Donc c'est très, on va dire que c'est très inspiré des méthodes de la gauche américaine. Ouais, d'ISA ou de ce qu'on avait dit de BNC, quoi. Brand New Congress, quoi. Qu'on avait fait aller voir les capsules. C'est vraiment cette veine-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont oublié le plus intéressant de Brand New Congress, qui était d'aller chercher des gens locaux de classe populaire pour être les représentants locaux, c'est-à-dire pour être les députés, pour être plutôt que des apparatchiks de parti ou des sciences-pistes, quoi. Voilà. Alors, tu m'ôtes les mots de la bouche, mon cher Chris, parce que donc elle a eu un parcours politique, elle a eu une investiture législative. Donc, en 2020, elle se réinstalle dans l'Ain, dont elle est originaire, et elle se présente aux élections législatives 2022, dans sa circonscription à elle, tu vois. Donc, ils sont vraiment, tu vois, dans cette strate, et elle a vraiment cette strate-là aussi, tu vois. Et donc, elle est investie par la NUPES au titre des écolos. Et elle se retrouve dans une circo qui n'est pas facilement gagnable, je crois. Et donc, elle perd, mais elle fait 41 pour 60 face à Romain Daubier, qui est un macroniste. Et petit fun fact donné par le wiki, en fait, son directeur de campagne, c'est Samuel Gribowski. Tu te souviens qui c'est, ça ? Ah oui ! Ah ben d'accord. Et ça se recoupe avec Victoire Populaire, ça sonnait dans mes oreilles. Ça sonnait un peu primaire populaire, on est bien d'accord. La méthode du phoning des trucs, je me dis, j'ai déjà goûté ce truc, tu vois. Donc vas-y, explique-nous qui est Samuel Gribowski, si tu veux, mon Chris. Samuel Gribowski, c'est l'artisan de la primaire populaire. Si vous voulez comprendre qui c'est, allez chez l'ami et le camarade Bad Mulch qui a fait la meilleure vidéo définitive sur les primaires populaires. Donc c'est vraiment quelqu'un en fait qui vient en plus de l'évangélisme américain, très croyant, etc. Samuel Gribowski, voilà, ces milieux-là, progressistes, croyants et tout. Je le dis pas pour critiquer parce que c'est un monde très curieux en France. Voilà, c'est nous, on a vraiment l'impression que les gens qui rentrent dans la politique en étant très croyants sont vraiment plutôt réactionnaires ou conservateurs, etc. Lui, il vient vraiment de ce monde américain, très blanc, très WASP, très progressiste, très surdiplômé et tout. Et donc, qui avait organisé cette fameuse primaire populaire. Primaire populaire qui a mal fini quand même parce que ça a été quand même, et vous le verrez dans la vidéo de Mulch si vous allez la voir, un moment quasiment de la menace. Tu te rappelles ou pas, Zoé, de gens qui allaient sous les sièges de l'AFI en mode on va vous empêcher d'avoir les 500 signatures si vous venez pas dans notre primaire populaire, etc. Enfin, ça a vraiment des trucs un peu bizarres. Les mails, on sait pas trop c'est où, fallait donner sa carte de crédit, on sait pas comment ça a été financé, pareil. Le coût du dispositif pour voter avec le vote préférentiel, enfin, ça a très mal fini. Ça a élu Taubira n'a pas eu les 500 signatures. Enfin, vraiment, ça, c'est des entreprises, moitié partenaires de partis politiques, assez opaques, assez peu clairs. On connaît pas trop leur ligne. Alors après, attends, chez Bad Mulch, le gars, du coup, il revendique, tu sais, parce qu'il a dû récupérer, faire un énorme fichier de données avec les gens qui ont rentré leur carte bancaire dans son site, là. Moi, je serais vous, je mettrais pas ma carte bancaire sur ces sites-là, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Et combien il revendiquait du coup, 600 000. Ouais, 600 000. Voilà, j'ai 600 000 militants. T'es là, Samuel. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, tu vois, on est là-dessus dans ce truc dépolitisant, c'est-à-dire leur logique à eux, c'est la gauche. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas de... c'est la FI ou le PS. Eux, vraiment, c'est la gauche. Allez, on va aller se bouger avec nos victoires populaires. Peu importe où vous êtes, on va regarder. Peut-être un jour, ça va être une commune de gauche PS et faudra aller faire sa campagne. Peut-être un jour, ça va être une commune de gauche Europe Écologie, faudra aller faire sa campagne. Tu vois, c'est vraiment cette dépolitisation des choses parce qu'effectivement, le programme du PS, le programme des Verts, ça n'est pas le même. Et en fait... Lumière Lapré nous vend un truc avec ces dispositifs-là, avec ce qu'elle a dit tout à l'heure de « Ouais, la gauche, ça recouvre plein de gens, les classes sociales, ça recouvre plein de gens. » Et en fait, l'important, c'est de se dire de gauche, de se considérer de gauche, mais tout ça n'existe pas. Tout ça est de la fable. Le mot gauche doit recouvrir la transformation sociale. Et donc, le bloc de gauche et son hégémonie, c'est pas la même chose d'avoir un bloc de gauche sous hégémonie
FI qu'avoir un bloc de gauche sous hégémonie PS. Et donc, la vraie bataille à gauche, c'est pas de faire élire toutes les gens de gauche, peu importe qui ils soient, ça c'est dépolitisant, c'est de conquérir l'hégémonie. Si vous êtes plus proche du PS, essayez de conquérir l'hégémonie sur les classes populaires, on vous regarde. Si vous êtes plus proche de la FI, essayez de considérer les classes intermédiaires, voilà. Mais c'est ça la bataille. La bataille se joue au cœur de la gauche pour savoir de quelle manière et comment on va transformer le monde. Et dernier petit fun fact, alors je pense que c'était même pas nécessaire que je le précise, mais Samuel Grybowski a fait Sciences Po. Non Ça aurait mais été- enfin désolé hein, mais Ça aurait été bien que ça aurait été bien l'impression si ça n'avait pas été le cas. On aurait été tous très, très Ah non surpris. mais vraiment mais c'est enfin désolé vraiment encore une fois c'est pas une en plus tu veux je pense que tu sais dans les gens qui nous regardent peut y avoir tu sais des jeunes personnes hyper intéressées par la politique et tout et qui se disent bah du coup je vais faire des études de politique. Pitié camarade. Ouais, non, Pitié. faites pas ça. T'es là, tu nous regardes, t'as 18 ans, t'as envie de t'investir en politique et t'as la chance de pouvoir faire des études. Parce que ceux qui font Sciences Po, c'est déjà une sélection particulière de la population. Hein. Franchement, fais autre chose. Apprends autre chose. Un truc qui te permette d'être dans le monde, dans la société, etc. J'en sais rien, tu fais selon les trucs qui te tentent. Mais fais un boulot et milite à côté. Vraiment. Ça sera mieux que le fait de faire Sciences Po, C'est par ça. pitié. Bon, on va finir un petit peu avec des datas parce que nous, on va quand même dire, voilà, on a dit des choses, on a pas mal à nager les clivages idéologiques. Donc, rappelez. Je me suis énervée, je suis désolée, je suis un peu dure avec Lumière là, les amis. Je suis Non, désolée, non, mais non, en t'as fait, raison. vraiment, ça m'insupporte. Je pense que c'est une machine à perdre de continuer à fonctionner comme ça, en fait. C'est une machine à perdre et c'est les dispositifs que si on n'y prend pas garde maintenant, si vous n'êtes pas renforcé par l'appât du team à ça, on va perdre du temps et on va perdre du pouvoir sur la conquête de la gauche de rupture en 2027. Donc c'est vraiment mais de très fou. important de ne pas se faire avoir là-dessus. Alors, petit graphique. Celui-là, je l'aime bien, on l'a déjà vu, mais il est super. On va remercier France Info qui l'a fait. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est à partir des données du ministère de l'Intérieur. C'est pas des données de sondage, on en verra peut-être un peu après. C'est le score des candidats en fonction du type de territoire. Alors vous avez les bulles violettes, petites et grandes, d'Emmanuel Macron, les bulles rouges de Jean-Luc Mélenchon, les bulles bleues de Marine Le Pen. Et en fait, quand vous avez une petite bulle un peu floue, c'est le score de 2017. Et puis une bulle un peu plus grande et puis moins floue, quoi. Voilà, c'est le score de 2022. Ça nous permet ensuite sur l'axe des abscisses donc de voir le score et sur l'axe des ordonnées de voir dans quel type de zone on est. J'ai bien expliqué. D'habitude, c'est toi qui fais ça, donc. Oui, c'est très bien, c'était clair. Voilà. Clair. Et donc, je te laisse constater. Donc, dans les grandes villes, Zoé, qu'est-ce qui s'est passé pour notre ami Mélenchon ? Alors, dans les grandes villes, on voit une forte progression de Mélenchon. Vous voyez, en 2017, là, donc c'est le petit rond rouge, là, il était autour de entre 20 et 25%. Et vous voyez, il fait un énorme bond pour aller à quasiment 30%. Donc, c'est une énorme progression. Parallèlement, vous voyez une discrète progression de Macron et Marine Le Pen qui ne bouge pas et qui sous-performe vraiment dans les grandes villes. Ensuite, là, vous allez les banlieues populaires. Il a regardé le saut qui est fait par Mélenchon, qui est dingo. C'est-à-dire qu'en 2017, il est déjà très haut. Il est un petit peu au-dessus de 25%. Pour arriver à presque 40% en 2022. Donc, effectivement, il a massivement un vote des banlieues populaires qui... et là, on a mis de côté l'abstention, évidemment, c'est-à-dire sur les suffrages exprimés. Parce que ça reste des endroits, même quand ça vote fortement Mélenchon, etc., qui ont une abstention qui est plus forte que le reste de la population. Et les banlieues populaires, c'est les banlieues qu'on appelle rouges. C'est pas que des gens non blancs. Hein. C'est vraiment les banlieues qui font voter historiquement le PCF, qui font voter le PS. Voilà, toutes ces mairies-là. On n'est vraiment pas dans des clivages de race à ce niveau-là, quoi. Donc, ce saut-là, c'est aussi la capacité, et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui la FI être beaucoup plus active sur les municipales, c'est aussi la capacité à mobiliser des gens qui votaient pour d'autres partis de gauche, plutôt PS, PCF pour les élections locales, et qui se sont déplacés vers Mélenchon 2022, et que la FI va essayer de capter pour obtenir des mairies en 2026. Hein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi le recul d'un Macron 2017 qui pouvait apparaître un petit, voilà, mais qui pouvait apparaître encore comme un PS moderne, libéral, tu vois, pour ces banlieues un peu populaires, tu vois. Et pareil pour le RN. On pourrait croire que justement la moïsation fasse effectivement reculer Macron, mais progresser les deux, tu vois, parce que dans les banlieues populaires, il y a aussi des blancs. Il y a aussi un très vieil électorat pied noir dans ces banlieues-là parce que c'est des gens qui sont arrivés, qui ont dû être mis dans ces banlieues-là dans les années 60 après l'indépendance de l'Algérie et qui est plutôt d'extrême droite historique, tu vois. Et on voit pas de saut vers l'extrême droite. Peut-être qu'ils sont déjà à fond derrière, hein, tu vois, il y a plein de fortes... Mais il n'y a pas de progression. Autre banlieue... Ça, c'est les banlieues des villes moyennes, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Zone pavillonnaire, donc là vous voyez une progression de Mélenchon Classe et moyenne. Macron assez importante. Progression de Mélenchon, progression de Macron.
Faible progression de Le Pen. Alors là, c'est probablement que ça se fait au détriment, par exemple, d'un Fillon, je pense, ou de type d'électorat qui était beaucoup moins fort entre 2017 et 2022, parce que le PS s'effondre, mais les Républicains s'effondrent aussi en 2022 avec leur candidate Valérie Pécresse, qui fait un score ridiculement bas, vraiment. Juste en dessous, vous voyez les zones périurbaines. Donc là, vous avez une assez forte progression de Macron, une progression de Marine Le Pen, une stagnation de Mélenchon. En zone périurbaine, c'est moi. Zoé, elle a dit qu'elle était dans la grande ruralité. Zoé, elle est tout en bas, là. Voilà. Moi, je suis là, dans les zones périurbaines. Donc là, vous voyez, c'est des zones qui sont pas encore en crise sociale. Tu sais, qui sont encore dans la confusion, qui croient encore dans le ni droite ni gauche, dans le populisme bourgeois de faut pas voter les extrêmes, même si on voit qu'ils se droitisent, etc. Voilà, qui veulent le conservatisme. Voilà, c'est vraiment celles qui sont ni dans le confort, ni encore dans la confort, donc des classes très conservatrices. Voilà. C'est ça, et donc là, vous lisez peut-être le sous-texte de l'INSEE, là, juste en dessous, qui dit « En Ile-de-France, les banlieues riches votent Macron, les banlieues pauvres votent Mélenchon ». Bon, on est vraiment là-dedans aussi en voyant ces zones périurbaines qui sont encore des zones, on va dire, où on a des choses à perdre, tu vois. C'est ça. Ensuite, juste en dessous, vous passez aux villes éloignées des grandes métropoles. Et donc là, vous voyez une progression de Macron et Le Pen, une stagnation de Mélenchon aussi. Qui est à peu près, en fait, le même type de sociologie en fait, qu'on retrouve là. C'est pour ça qu'on voit les mêmes dynamiques. C'est assez superposable. Et ensuite, vous voyez donc les zones rurales, où vous avez Mélenchon qui a un petit recul, Macron qui progresse et Le Pen qui stagne. Donc c'est intéressant parce que ce petit recul, on va le regarder. Entre Mélenchon 2017 et 2022, on va voir. En fait, sur le même espace, on va voir qu'il y a plus d'offres que ce qui y était le cas en 2017, notamment avec la candidature de Fabien Roussel. Et donc là, on avait regardé un petit peu entre les trois gros blocs, bloc de gauche représenté par Mélenchon, n'en déplaise aux gens qui pensent qu'il y a des gens qui font des OPA sur des classes sociales et que c'est vraiment trop méchant et tout. Le bloc de droite, d'extrême droite représenté par Marine Le Pen et le bloc central. Et là, on va aller regarder en détail les votes à gauche en fonction des endroits où vivent les gens. Donc regardez un petit peu. Alors il faut que je vous explique un peu ce Excel. Tout en haut, vous avez le score de Fabien Roussel en 2022. Il n'y a pas de comparaison avec 2017 parce que je vous rappelle qu'en 2017, le PCF était derrière Mélenchon. Ensuite, important. Les deux barres suivantes, ce sont les scores de Mélenchon. En haut en 2022, en bas en 2017. Et ensuite, vous avez les scores du PS. En haut, la toute petite barre, c'est Anne Hidalgo 2022, qui, je vous le rappelle, fait moins de 2%, dans des places aux gens qui pensent que les classes populaires blanches votent PS en ruralité. Et juste en dessous, vous avez le vote amont. Et vous voyez, ça va se répartir en 3 couleurs. En bleu, c'est les zones rurales, c'est-à-dire les communes de moins de 2000 habitants. En orange, vous avez les zones urbaines hors Paris. Et en vert, vous avez l'agglomération parisienne. Donc, c'est toute l'Île-de-France qui est comptée là-dedans. C'est ça. Et donc, regardez ça, c'est très intéressant. On va commencer par regarder le Parti socialiste, parce que c'est le truc que Lumière nous a raconté. Comme quoi, apparemment, les classes populaires rurales blanches votent Parti socialiste. Alors, nous n'avons pas la répartition des classes ici, nous avons la répartition des zones rurales, mais alors dans les zones rurales, quand même, il y a beaucoup de classes populaires, du fait des métiers auxquels on a accès en zone rurale, etc. Je vous laisse regarder. Il y a 2% de la ruralité qu'a voté Anne Hidalgo. 2%. C'est-à-dire son score national, quoi. Comme ça. Voilà. Et avec Hamon, ça faisait 6%. C'est-à-dire que c'est strictement superposable au score qui a été fait par ces candidats à l'échelle nationale. La ruralité ne vote ni plus ni moins PS. La ruralité fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils s'en battent les couilles de leur gueule. C'est genre vraiment ça qui se passe. Au niveau du reste, vous voyez qu'en fait, ça se répartit de manière relativement équitable, c'est-à-dire que Anne Hidalgo a fait 2 en ruralité, 2 dans les agglos hors Paris et 2 en région parisienne. Et Hamon, lui, il fait donc son score global en ruralité et hors Paris. Et puis, à Paris, il surperforme un petit peu, il fait 8% alors qu'il avait fait 6 au niveau national. On va ensuite regarder tout en haut. Ça, c'est Fabien Roussel. Et donc, contrairement à ce qu'on se raconte aussi, Fabien Roussel ne surperforme pas particulièrement dans les zones rurales. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a la structure de répartition de Hamon. Il a une surproportion par rapport à son vote dans les agglomérations parisiennes. Donc, implantation historique du PCF. Comme t'as implantation historique du PS un peu partout en France, vu qu'ils ont été tellement hégémoniques, c'est pour ça qu'on a 2-2-2 chez Hidalgo. Donc beaucoup moins rural, ça capte pas les bourgs de Ruffin ou les bourgs de Roussel, enfin ça marche pas quoi. Et donc regardez un peu les scores de Mélenchon. Mélenchon, il fait 19% des votes en zone rurale. Alors désolé, je sais que ça va rendre les candidates écologistes dans l'Ain très très tristes de voir ce fait, mais il fait 19%. Que ce soit en 2017 ou en 2022. Si on regarde au regard de son score national, 19% en 2017, c'est le score qu'il fait au national. 19% en 2022,
il sous-performe un peu par rapport à son score national. C'est-à-dire qu'en zone rurale, il ne progresse pas, alors que par contre, il va aller progresser dans d'autres endroits, particulièrement dans l'agglo parisienne, où il passe de 22 à 23% des votes de l'agglo, et encore plus dans les zones urbaines hors Paris, où là, il passe de 19% en 2017 à 23% en 2022. Donc en fait, c'est là qu'il fait sa poussée. Et donc, cette poussée qu'il fait à l'échelle nationale, il ne va pas la faire en ruralité. Et en fait, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que Roussel, qui n'était pas présent en 2017, il est présent en 2022. Et ce petit électorat-là, rural, qui a envie de voter, on va dire, dans une gauche plus radicale, probablement qu'il va aussi un petit peu voter Roussel et pas totalement voter Mélenchon, bien qu'il fasse 19% par rapport au Parti socialiste, qui fait 2%, c'est-à-dire qu'il fait 10 fois plus. Et un rapport de 10 fois plus, c'est vraiment beaucoup, quoi. Il y a aussi un phénomène qu'on oublie de dire dans le progrès de la population urbaine, mais toi tu es bien placé pour le savoir, c'est que c'est des zones qui sont vieillissantes. Et donc, où il y a des gens qui disparaissent entre deux élections, entre 2017 et 2022. Donc, c'est très difficile, en fait, d'avoir une dynamique dans cela, parce qu'il y a déjà une dynamique démographique où des gens qui votaient traditionnellement de gauche continuent de voter, ce qu'on a vu pour le PS, le PCF, mais en fait, vont décéder. Voilà. Et donc, c'est des votes de gauche qui disparaissent, des traditions de gauche qui disparaissent. Et dans cette ruralité-là très profonde, eh ben, en fait, oui, on voit pas de progrès entre les scores, mais en fait, parce que justement, c'est très difficile, il y a déjà en soi pas de progrès démographique, quoi. Voilà, et du coup, donc cette ruralité ne vote pas Parti socialiste. Je suis désolée, ça ne vote pas. Et du coup, moi, vraiment, j'ai envie d'aller lire le bouquin de Lumière Laprès, premier degré. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Ces gens-là, qui est sous-titré Plongé dans cette France qui pourrait tous faire basculer. Je vais te lire le pitch parce que c'est intéressant. Donc, quand elle revient s'installer où elle a grandi dans un village de la Plaine de l'Ain, Lumière se met à écrire. Le vieux du bout de la rue, ses potes, leurs parents, les gens qu'elle croise au PMU, elle veut comprendre ce qui les rend heureux, ce qui les met en colère, ce qui leur donne de l'espoir. En faisant parler les siens, l'autrice dessine des contours du malaise qui gronde de plus en plus fort, un peu partout dans les campagnes françaises. L'impression de payer pour tout sans jamais avoir droit à rien, le sentiment d'être incompris et méprisé par les gens qui comptent là-haut, la rage de ne pas arriver à offrir mieux à ceux qu'on aime, la recherche de responsables encouragés par le RN, qui toujours se nourrit de l'impuissance, sans jamais proposer autre chose que la haine en réponse à la colère. Lumière Laprès livre un portrait puissant et attachant de cette France qui se cherche, et ce faisant, menace de tous nous perdre. Très chelou comme tournure de phrase. Ouais, c'est ça. Et dessine en creux un chemin collectif et joyeux qu'il ne tient qu'à eux, à nous, tous ensemble, de prendre. Originaire de l'Ain, département rural et industriel, Lumière Laprès est activiste engagée pour la justice sociale et environnementale dans les campagnes françaises. Ben moi, je suis désolée, mais je ne comprends pas comment on peut faire ces constats-là et tout, et être autant à côté de la plaque sur le constat politique. En gros, là, ce qu'elle critique, c'est les effets de la pénurie et du pacte raciste sur les campagnes. C'est-à-dire, quand tu as fait du néolibéralisme depuis 40 ans, que tu as fait rentrer dans le crâne des gens qui n'en avaient pas assez pour tout le monde, que tu en arrives à des points où, effectivement, ça a des conséquences sur leur vie, tu vois. L'impossibilité de pouvoir payer sa facture d'électricité, de pouvoir payer son essence, etc., etc. L'impression de payer tout sans jamais avoir droit à rien, ça c'est assez particulier aussi. Mais en gros, c'est vraiment ce truc de comment ce pacte néolibéral amène à des discours sur les insistés, les gens qui profitent, etc. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne vois pas comment, quand tu fais ce constat-là, et encore une fois, j'ai envie de lire son bouquin pour le lire en détail, je ne vois pas comment, quand tu fais ce constat-là, tu peux ensuite aller sur le plateau d'une émission politique, qui est une des émissions politiques les plus regardées d'Internet, où tu as de l'audience et tout ça, venir raconter la France rurale blanche, elle aime pas le projet de LFI et elle vote PS. Comment t'en arrives là? Quel est le saut idéologique qui se passe quand tu fais ça? C'est vraiment ma question. Hein. Je suis d'accord. Sachant que on va finir avec quelques données, hein, mais sur, en fait, quand on regarde un petit peu les données de l'INSEE, notre spécialité, notre chose favorite, les communautés urbaines ont des caractéristiques démographiques et de classe, tu parlais tout à l'heure, qui sont significatives par rapport à ce que nous on appelle le sujet révolutionnaire. Tu vois, sur les métropoles, on va avoir 30% de cadres. C'est extrêmement important. Dans ces cadres-là, tu as effectivement les jeunes cadres en tension qui votent Mélenchon et qui sont un très gros apport de voix de Mélenchon, presque 20% en 2017, un peu plus de 15% je crois sur 2022, qui sont capables justement de se comprendre que oui, leur diplôme, leur position dans la société pourrait permettre mieux pour la collectivité, plutôt que simplement pour s'enrichir personnellement comme ont été les précédentes générations de cadres, etc. D'ailleurs, leur possibilité d'enrichissement
logement est impossible avec la hausse des taux, la hausse des prix immobiliers, la baisse de leur salaire, le fait qu'ils soient de plus en plus exécutants ou mis sous contrainte à cause de l'IA ou des process compliqués. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi, tu vois, l'âge, la part des moins de 25 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, dans les communautés urbaines, dans les communautés d'agglomération dominantes, là, par rapport au rural autonome, la part des moins de 25 ans est à 30, là où on est à 27 dans les communes rurales. Sur les cadres, on l'a dit tout à l'heure, on est à 10% dans les communautés rurales autonomes. Donc ça, c'est vraiment le milieu que tu fréquentes, Zoé, vraiment très éloigné des villes, etc. Les diplômés du supérieur. Vous voyez, là, on va par exemple dire dans les métropoles, il y a 40% de gens qui sont diplômés du supérieur, là où il n'y en a que 21%. Et ça reflète aussi la condition d'âge. On avait moins de diplômes quand on est plus vieux, etc. Donc, tous ces critères démographiques de ruralité, c'est aussi de montrer que c'est des gens, en fait, qui sont, en train de... soit des modes de vie, soit des personnes qui sont en train de disparaître. Et les rares ruralités qui, justement, réapparaissent sont soit des ruralités extrêmement typiques qui vont nourrir du Airbnb, etc. Donc, vraiment, qui vont s'enrichir là où il y a énormément de sous-occupation des logements parce que beaucoup, c'est des résidences secondaires. Et donc, avec des gens qui ne votent pas ou peu dans ces territoires-là. Donc, vraiment, la côté de dire il y a des classes populaires efficientes de la même manière, urbain, rural, etc. Non, en fait, les classes populaires rurales autonomes, c'est-à-dire avec leur niveau de vie, etc., sont des gens très âgés, très peu diplômés, qui sont justement presque en dehors du mode de production qui lui est ascendant, du salariat généralisé, qui vont recouvrir des petits services ou qui vont recouvrir de la petite bourgeoisie, des petits métiers, etc. Et donc tout ça, ça doit mériter une analyse plus fine. Et si ces gens-là ne votent pas Mélenchon, et nous on le sait pourquoi, c'est justement parce qu'ils ne recouvrent pas le sujet révolutionnaire à laquelle le projet de la France Insoumise parle. Voilà. Et c'est pas simplement sur la logique du racisme, c'est simplement sur la logique des classes sociales, de l'âge, de la vision du monde, de la société, etc. Et tu vois, pour rajouter à ça, si vraiment on veut construire un projet politique de gauche, on parle aussi à la ruralité. Comme tu l'as dit, la question c'est à qui on parle, tu vois, en ruralité. C'est pas une masse informe, uniforme, etc. Moi, je vous conseille très fortement un livre dont j'avais déjà parlé, qui s'appelle « Des femmes qui tiennent la campagne », qui a été écrit par 2 sociologues, Sophie Orange et Fanny Renard. Et vraiment, ce livre est passionnant parce qu'elles sont allées faire des entretiens avec des jeunes femmes qui vivent en zone rurale, des femmes qui ont entre 20 et 30 ans. Et en fait, elles montrent vraiment comment, quand dans un monde post-néolibéralisme où énormément de services publics, de lieux de sociabilité, etc., de zones rurales ont été littéralement détruits par les mutations de société induites par l'organisation du travail néolibéral, comment les femmes, particulièrement les jeunes femmes, ont des rôles absolument centraux dans l'organisation sociale. Comment leurs actions, que ce soit de bénévolat associatif ou leurs actions dans le travail, ont vraiment pour fonction de tenir le tissu social rural. Et elle montre comment ce sont les ATSEM dans les écoles, les aides à domicile qui viennent gérer en fait toute la solidarité intergénérationnelle tient sur les épaules de ces meufs-là. Ces meufs qui vivent en ruralité et qui ont une place centrale dans la société rurale, dans la micro-société au sein de leur village, etc. Parce que c'est elles qui sont bénévoles au comité des fêtes, c'est elles qui gèrent les collectes de vêtements, c'est elles qui font tenir les clubs de foot, gérer les inscriptions des gamins pour la licence, etc. C'est elles qui sont dans les EHPAD, c'est elles qui sont dans les écoles communales, c'est elles qui gèrent l'accueil périscolaire autour, etc. Et donc, si tu as envie d'orienter un projet politique qui soit intéressant pour penser une transformation de société, y compris en ruralité, c'est sur ces meufs-là qu'il faut s'appuyer. Et donc là, il faut aller parler de politiques qui vont concrètement parler à ces meufs-là. Pour parler à ces meufs-là, il n'y a pas besoin de rogner sur l'islamophobie. D'accord ? Il n'y a pas besoin. Par contre, il va falloir aller parler service public de la petite enfance, service public du grand âge. Là, tu commences vraiment à discuter et à causer vrai, quoi. C'est-à-dire, c'est déjà du boulot que vous le faites dans des conditions atroces. Enfin, vraiment, il faut voir ce que c'est qu'être une professionnelle de la petite enfance aujourd'hui en France. Hein. Vraiment. Et ça, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Hein. C'est l'enfer. Les conditions dans lesquelles on fait bosser, par exemple, les auxiliaires de puériculture ou les éducatrices jeunes enfants dans les crèches, etc., c'est un scandale. La manière dont on traite et dont on fait bosser les ATSEM est aussi un scandale. Les AESH qui sont ces meufs, c'est quasiment que des meufs, qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans l'école, etc., c'est aussi un scandale. C'est des salaires à 800 balles par mois, très peu formés, etc. Et là, il ne s'agit pas de faire du ruffin. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire « Oh là là, quand même, c'est terrible ce qui vous arrive, il faut que ça paye sur la fiche de paye, etc. » Là, il s'agit de dire
on a un problème d'organisation collective. C'est pas normal que ça repose sur vos épaules à ce point-là, de cette manière-là, en cassant à la fois vos corps, vos esprits, en vous prenant du temps, en vous sous-payant. C'est une question de transformation sociale et d'organisation collective qu'il faut penser. Nous devons penser un vrai service public du grand âge. Ça signifie démarchandiser complètement ces tâches. Ça signifie prendre l'argent là où il est pour aller massivement investir dans un vrai service public du grand âge. Et c'est la même chose pour la petite enfance. Et c'est la même chose pour repenser du tissu associatif, etc. Donc là, il s'agit d'aller montrer à ces femmes comment un projet communiste peut leur parler. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'aller se raconter de la flûte en disant « Oh là là, c'est pas gentil de faire de l'OPA sur les classes sociales et puis quand même, si je suis pas trop d'accord avec un programme de gauche, je devrais pouvoir quand même trouver ma place. » Ça, c'est vraiment, je suis désolée, mais dépolitisant, en dehors des réalités. Et surtout, vous l'aviez très bien expliqué sur la capsule que vous avez fait sur Ruffin. Mais c'est vraiment des gens qui pensent la politique en voulant partir du constat et en se disant, ben moi, je vais prendre les gens tels qu'ils sont, en fait, et je vais essayer de leur parler à eux tels qu'ils sont. Non, il faut partir des conditions concrètes matérielles des gens. Et du coup, en fonction de ces conditions concrètes, te dire, mais jusqu'à quel niveau de possible je peux les emmener. Ces femmes qui tiennent tout le tissu social de la réalité sont la classe révolutionnaire des campagnes. Ce sont elles qui ont intérêt à transformer profondément la société, à ce qu'on fasse du collectif et pas de l'individuel, à ce qu'on mette en commun, à ce qu'on démarchandise. C'est sur elles qu'il faut s'appuyer et il faut arrêter de se raconter de la flûte, comme quoi en fait elles ont envie de parler au PS parce que Mélenchon il parle trop fort. Il faut aller proposer un projet de rupture qui parle à ces meufs-là. Et clairement, moi je vais citer un livre un petit peu moins connu, peut-être un petit peu plus âgé, qui est le Manifeste du Parti communiste. Voilà, tu dois connaître Zoé, c'est ton livre de chevet. Je rappelle que dans la proposition 9 du Parti communiste, alors c'est une proposition assez généraliste qu'il faut réagencer et rendre concrète aujourd'hui, mais il y avait la mesure tendant à faire disparaître graduellement la distinction entre la ville et la campagne. Et je crois que si on a un programme communiste là-dessus, c'est ce que tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est de se dire, en fait, Ruffin, et ce que vient de dire Lumière la Presse, c'est de se dire, il faudrait parler aux deux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et ben nous, on va dire, si. En fait, ils ont les mêmes problèmes de désolidarisation, d'écart au service public, de transport, de possibilités concrètes de travailler différemment, de ne pas être soumis aux simples entreprises locales, uniques, qui vont les obliger à faire tels travaux plutôt que d'autres, etc. Ça, la tâche des communistes et notre tâche à nous, c'est justement de faire disparaître ces problèmes-là. Comment dire, il y a un truc qui est fondamental dans les banlieues populaires et dans la ruralité populaire, c'est le fait de ne pas pouvoir en sortir. Voilà, c'est le fait d'y être assigné, d'y être violenté, comme tu dis, de devoir les tenir avec des briques et de brocs de la solidarité. Il faut que le collectif général puisse maintenant faire en sorte que ce soit des lieux d'émancipation. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire les bourgs et les tours, c'est sortir de cette dichotomie. Cette dichotomie n'existe pas. L'unité des classes populaires qui doivent sortir de leur contingence de milieu et de leur assignation au milieu. Et donc, il y a un problème commun à ces personnes-là, et ce problème-là doit être vu par des solutions communes et adaptées, quoi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Arrêtez de parler bourg et tour parce que vous croyez que vous allez rassembler deux réalités alors que vous êtes en train d'éloigner une seule et même réalité entre bourg et tour. Oui, carrément. Et tu vois, pour conclure là-dessus, c'est nous, parfois, on nous reproche de taper sur la gauche, tu vois, parce que c'est pas bien. C'est pas bien de débattre entre nous pour pouvoir être solide. Désolée, mais c'est la vigueur de notre camp qui est en jeu là. Si on ne débat pas entre nous, on va de nouveau avoir la même chose qui va se passer pendant la prochaine élection. C'est-à-dire que ce qu'on entend, là, la petite musique qu'on entend dans la bouche de Lumière à l'après, qu'on entend dans la bouche de Mediapart aussi, qu'on entend parfois dans la bouche de certaines émissions de Blase, qui serait de dire « Oh là là, surtout, l'extrême droite est en face, il va falloir se réunir et surtout pas être trop radicaux, etc. etc. » Ça va nous mener à notre perte. Comme ça nous a mené à notre perte dans l'histoire, c'est clairement ce genre de renoncements qui ont fait advenir derrière les pires régimes fascistes. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Donc l'enjeu est de taille, l'enjeu est important. Moi, tu vois, quand je vois des mouvements comme tu vois, le parcours politique d'une meuf comme Lumière, qui est engagée, tu vois, sincèrement, je pense, et qui a envie de changer des trucs, etc., qui fait des trucs avec Gribowski, avec Alternativa, vraiment, j'ai envie de leur dire, sérieux, cette énergie politique-là que vous avez envie de mettre, mais soyez un peu conséquents et arrêtez de la mettre au service de trucs de demi-mesure où au final on veut faire alliance avec le PS et tout. Encore une fois, ça va nous niquer de faire ça. Et sincèrement, on le répétera autant que possible. Regardez le monde tel qu'il est. Vraiment,
C'est-à-dire faites des vrais constats, pas des trucs que vous vous racontez dans votre tête. Et à partir du monde tel qu'il est, proposez un vrai projet de transformation, un vrai possible, un vrai truc où on peut changer des choses. Et pas de se dire, ah là là, quand même, tout le monde est rabougri, donc soyons-le un peu aussi. Mais non, putain. La lame de fond est progressiste. C'est pour ça que je parle de ces jeunes femmes en ruralité. Il y a des possibilités de transformation de dingue dans ce pays, y compris dans les endroits où vous avez l'impression que c'est sclérosé et qu'il va falloir parler aux gens tels qu'ils sont en ne comprenant pas ce qu'ils sont. Vraiment, on peut changer des choses. Il y a des potentialités révolutionnaires énormes dans ce pays, énormes, qui se traduisent de plein de manières, et notamment par le fait que la gauche radicale est plus forte, mais qui ne se suffiront pas elles-mêmes. Ça va nécessiter de l'investissement, du militantisme, des gens qui se mettent en collectif, font boucher des choses, font des mouvements sociaux, s'opposent à la crise du capitalisme qu'on va prendre dans la gueule, à la politique guerrière qui va être menée par les capitalistes qui essayent de sauver leur cul. Encore une fois, l'enjeu est majeur. Nous sommes dans une période de crise. C'est extrêmement dangereux. On peut virer vers des trucs qui sont catastrophiques, comme on peut aussi transformer de manière extrêmement progressiste et pour le mieux pour tout le monde. Donc, c'est pas des petits sujets, là, les débats qu'on a entre nous à gauche. Parfois, c'est un peu musclé, parfois, je m'énerve un peu. Désolé si je m'énerve un peu trop. Non, c'est mais ce que les gens aiment. Ils viennent non, pour puis ça. après, on a le droit de se parler un peu franc, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, c'est ça, mais c'est bon, on n'est pas en train de se battre, on est en train de s'invectiver après, sur de la politique et des solutions politiques. Je veux dire, si le monde se réduisait en termes de violence à ce que nous, on fait... ce serait très bien, tu vois. Enfin, donc. Et après, sur ma Sciences Po phobie primaire, désolé, mais je maintiens, c'est une catastrophe que la majorité des militants sortent de Sciences Po. Vraiment, les jeunes, là, faites autre chose que Sciences Po par pitié. Apprenez à faire autre chose. Soyez dans le monde de production, soyez auprès des gens, faites des vrais trucs et faites de la politique à côté. Et ça veut pas dire ne faites pas d'études supérieures, hein, mais faites des études d'ingénierie ou un truc comme ça. Enfin, un truc. Ou autre, peu importe, mais vraiment. Faut arrêter là. Les trucs où 80% des gens qui se présentent aux législatives ont fait Sciences Po, c'est plus possible. Voilà, une très longue capsule du week-end comme on les aime, parce que ça c'est vraiment les débats de fond, c'est pour que vous puissiez l'écouter en profondeur avec 2 parties, des datas et tout. C'est des choses qu'on va faire beaucoup, justement parce qu'on prépare les batailles politiques qui sont décisives. Hein. On est, comme on l'a dit, à un moment de bifurcation. La France peut élire quelqu'un qui peut mettre un stop, voire faire bifurquer le néolibéralisme en crise et sa voie vers le fascisme. Ce n'est pas rien. Il faut prendre la conséquence de ça. Il faut ni être trop idyllique là-dessus. Comme on le dit souvent, nous, avec Mélenchon, on considère que c'est le début, pas la fin, son élection. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus traiter ça comme si c'était une élection de plus ou une élection de moins et que les élections en soi ne changeaient rien. Non, ça permet de faire bifurquer des choses. Donc, on prend ça à la hauteur de l'événement. Et dans cette campagne globale, il y a une bataille qu'on est en train de mener. Là, la bataille Plus Jamais PS. Je laisse notre présidente en parler pour conclure. Parfaitement. Alors, Plus Jamais PS, donc c'est notre campagne du moment. Et elle est sur la fin, mais vous pouvez encore nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous pouvez nous rejoindre sur le site On ne veut plus, faire un petit groupe de personnes, d'une quinzaine de personnes, élire un binôme paritaire. Et puis, vous nous contactez avec le formulaire de contact qui est accessible sur le site. Nous, on vous fournit du matériel pour coller, des affiches, etc. On a aussi notre événement du fin février qui approche à Paris. Je vous rappelle qu'il y aura une rediffusion sur YouTube pour tous les gens qui auront envie de venir faire le bilan du PS des 20 dernières années avec nous. Stefano Palombarini, dont on a parlé aujourd'hui, qui fait beaucoup d'analyses électorales, etc. Nicolas Da Silva, économiste, spécialiste des politiques de la protection sociale. Et Saïd Bouamama, militant que nous on aime énormément ici, spécialiste aussi des questions de racisme, les questions liées à l'immigration, mais aussi les questions internationales et anti-impérialistes. On pense que la soirée va être très très cool. On a hâte que vous puissiez écouter cette discussion que j'animerai. Sur ce, les amis, il me reste vous suggérer d'aller sur la chaîne On ne veut plus si vous voulez voir d'autres contenus faits par notre association, des entretiens, des conférences, etc. Vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee, c'est ce qui nous permet de mener à bien tous les projets qu'on mène. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.